très heureux de vous avoir tous, toutes et tous. Moi encore plus. Oui, oui, Puisque tu avais vous été m'avez absente manqué, hein. la dernière fois. Tu as quand même vu l'émission qu'on a enregistrée. Absolument, je vous ai trouvé très bien. Très bien. Donc, Très bien dans la forme ou dans le fond? les deux. Magnifique, Les deux, oui, c'est oui. bien. Donc je peux te dire ce qui m'a marqué dans la semaine? Absolument. C'est ça l'objet de cette première Eh partie ben, de écoute, l'émission. j'ai été très intéressée par la réunion de travail sur la liaison future à venir Sénégal-Martinique. Oui. Parce que j'ai trouvé que les personnes qui étaient là, aussi bien en Martinique que d'Afrique, ont posé la problématique de façon très professionnelle en indiquant, contrairement à ce que disait un journaliste, il ne s'agissait pas de mettre un pont aérien entre le Sénégal et la Martinique maintenant, mais de travailler de façon très technique et professionnelle sur les conditions d'ouverture d'une ligne. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. On aura l'occasion d'en faire un sujet. Très certainement. Monsieur Marajo, Bonjour. ça s'est bien passé cette semaine? Très, très busy, très occupé? Oui, oui, ça a été un Comme peu d'hab. chaud parce que l'activité économique repart. Good. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est que il y a des gens qui prétendent qu'on n'est rien, qu'on pèse pas l'eau et que de toute façon on est sur un océan livré à nous-mêmes. Le groupe Albioma, Oui. vous savez, qui possède une usine Oui. très Dans sophistiquée, le Nord, oui. est entré en négociation pour se vendre à un énorme fonds d'investissement américain qui s'appelle KKR, qui est redoutable. Et donc, nous sommes dans le monde. Ça veut dire que ça vaut de l'argent. Ah ben oui. Et le titre a pris 10% pour ceux qui ont des actions Albioma. Magnifique. C'est ce qui est le cas de Serge qui habite le nord. Qui n'en revient toujours pas. Qui habite le nord de l'île. Et oui, effectivement, parce que l'UMA, c'est tous les jours, je passe à Tu passes côté devant. et je me dis, j'ai gagné de l'argent rien qu'avec l'annonce de Dimarajo. Donc, sinon, ma semaine, à part cet effet de la bourse, était à peu près tranquille, puisque pour l'instant, les sanctions n'arrivent pas jusqu'à moi. Les sanctions internationales. Quoique, comme j'ai des actions à la Société Générale, Ah, là, je et vais que t'en la parler. Société Générale possède des banques en Russie, donc je risque de perdre beaucoup d'argent, mais bon. Parce que, Pas tant que ça, pas tant que parce que pour vous dire la vérité, d'une conversation que j'ai eue avec mon ami Serge m'a dit je suis bouffi avec l'Ukraine. Je lui ai dit oui, mais en fait tu sais, tu vas être bouffi longtemps parce que c'est l'Ukraine l'Ukraine va continuer à nous bouffir. Nadia, comment? Bouffir, Oui, un verbe bouffer, nu. oui, bouffer. C'est le vieux français du 17e. Un peu Absolument. abandonné dans son acception. Mais remis au goût du jour. Pour hein. le goût du jour, pour l'Ukraine. Pour Comment s'est l'Ukraine. passée cette... Une jolie semaine venteuse pour mon petit point météo. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'info qui vient tout juste de sortir. Je suis vraiment toujours dans l'univers du cinéma féroce. Et la guerre va s'intensifier, puisque le mythique studio Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, c'est ceux qui ont les droits de James Bond, accessoirement, a été racheté par Amazon. Voilà, la plateforme Amazon. Donc là, ça veut dire c'est besos. qu'Amazon il est plus là. Papier. Ah oui, mais prend surtout l'avantage sur Netflix qui jusqu'à présent avait un catalogue de titres qui était jusqu'à présent le premier. Moi, ça s'est bien passé. J'ai repensé au problème de la vie, au problème de la mort, au problème de l'existence humaine, au problème de l'intelligence qui dans ce pays fleurit. J'étais très heureux. Je trouvais que vraiment nous sommes dans un havre de sérénité, de paix. Bon, trêve de Flagornerie. de bêtises sur ce petit pays à bam-bam. Parlons d'une chose qu'il est bien d'aborder, c'est le fait que le Covid, j'ai appelé ça Covid réducteur de tête. Une nouvelle étude révèle, cliché d'imagerie cérébrale à l'appui, une perte de matière grise, principalement dans les régions reliées à l'odorat. Plus surprenant, la taille globale du cerveau a significativement diminué chez les patients examinés par les chercheurs de l'université d'Oxford, Royaume-Uni. Alors déjà, Eddie nous avait expliqué que quand on n'a pas la tête très remplie, on ne se vaccine pas. Et maintenant, quand on Il me cherche des ne ennuis. pas avoir Oui, la tout à tête fait. bien remplie et puis en plus avoir le cerveau qui ne reste réduit, rien. ça fait une double peine. Alors, je voudrais vous donner une petite information que j'ai lue qui m'a beaucoup ému. Djibril et Aïcha se souviendront de leur premier jour d'école à Naples, en Italie. Âgés de 8 et 10 ans, ils ont fui le Burkina Faso en raison de l'évasion d'Al-Qaïda et de l'État islamique.
Et puis je vais parodier et dire, bon les mecs, arrêtez de déconner, voilà la véritable information. C'est Dimitri et Victoria se souviendront de leur premier jour d'école à Naples, en Italie. Âgés de 8 et 10 ans, ils ont fui l'Ukraine en raison de l'invasion russe. Et tout juste arrivés, ils ont eu droit à une aide d'honneur et une innovation de la part de leurs nouveaux camarades. Voilà. Chapeau bas, Gérard. This is the reality. Chapeau bas. OK? Merci. Corse. On aurait pu en faire un sujet, faire plaisir à Serge de ne pas nous ressasser des problèmes qu'on a à peine commencé à aborder. Mais enfin, messieurs, le mot autonomie, comme par hasard, est relâché. Ou est lâché tout court, pour gagner du temps avant les présidentielles. Mais seulement ce que ces gens doivent savoir, nos gouvernements, c'est que les Corses, ce n'est pas les Antilles. Hein, parce que ces messieurs, ils ont bout devant Borlio. Ils ne veulent pas l'autonomie. Voilà, bon. Ils ne veulent pas l'autonomie. Bon, journée contre l'islamophobie. Journée contre l'islamophonie. On ne fait pas le débat sur ces titres-là, c'est des petites piques. Journée contre l'islamophobie, l'ONU vote 193 membres quand même. Une journée contre l'islamophobie, c'est un mot qui est difficile pour moi à prononcer. Porté par l'Indonésie, attendez bien. Un pays musulman. Et l'Arabie Saoudite, Les deux. deux pays, comme vous le savez, particulièrement tolérants, comme on le sait, n'est-ce pas? Bon. Mon petit billet à contre-temps pour épuiser mon temps de parole, après ça sera vous. Je vais lâcher les fauves, l'actualité, des problèmes de culture et de société. Alors s'il est un principe qu'il faut respecter en matière d'éducation, c'est celui de l'exemplarité. L'adage pernicieux « fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais » est totalement infécond, stérile. Deux exemples tirés de la vie courante. Un bon chef d'entreprise doit arriver tous les jours au travail avant les personnes qui l'emploient. Nos dirigeants doivent déclarer leur patrimoine avant d'entrer en fonction et éviter toute prise illégale d'intérêt à l'occasion d'affaires traitées dans l'exercice de leurs fonctions. Et là, il y a 1000 exemples de la vie où on sait ce qu'il faut faire pour être dans le droit ligne de l'éthique, de la morale, du juste, du bien et du vrai. Mais en matière internationale, cela ne vaut plus. La morale est abandonnée au profit d'une réelle politique. Insupportable, à mon sens. Ainsi, nulle ambiguïté de déclarer inacceptable la guerre d'occupation de l'Ukraine et de continuer à se fournir auprès de l'envahisseur de matières premières considérées comme indispensables parce que c'est simplement moins cher, voire Total, principal acheteur du pétrole extrait dans l'Arctique. C'est l'Arctique et ce n'est pas l'Antarctique. Ou de maintenir un système de paiement international pour faciliter les transactions. C'est peut-être là la première leçon à retenir de la catastrophe provoquée par le tsar Vladimir Poutine. Merci de votre attention. Alors maintenant, jingle, actualité. Alors, premier sujet d'actualité, traité par Daniel, je fais le pitch, je fais l'introduction pour parler français. Combien de temps l'économie russe peut-elle vraiment tenir, après ce que vous savez, on ne va pas reprendre la panoplie des mesures. Et puis, très prosaïquement, est-ce que la Chine, qui semble être devenir le partenaire privilégié de la Russie, la Chine peut-elle aider très fortement la Russie, mais le voudra-t-elle ? Je te laisse déflorer, même plus que déflorer le sujet. Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir dire ce qui va se passer, même les plus grands géopoliticiens n'y arrivent pas, mais je pense qu'il est important de réfléchir à un certain nombre d'éléments. Et le premier élément, c'est, je crois qu'il faut se rappeler un certain nombre d'atouts que la Russie a. La Russie, c'est un très grand pays, c'est le plus grand pays en termes de superficie du monde. C'est déjà une donnée. Ce qui veut dire qu'elle a des territoires il y a plusieurs climats, plusieurs possibilités. C'est un pays qui a beaucoup de ressources en énergie, on l'a déjà dit, gaz, pétrole, mais également en matières premières. Donc ça, ce sont des atouts qui sont indiscutables. Autre chose, la Russie a accumulé un certain nombre de devises en dollars de façon 630 milliards de dollars. Alors, il y a un certain nombre qui sont bloqués du fait des sanctions dans les banques, puisque la Banque centrale a vu ses avoirs gelés. Mais ça représente 40%, ce qui est gelé. La Russie dispose donc de réserves. Ensuite, du fait que les transactions continuent pour alimenter, la Russie continue à vendre son pétrole et son gaz, et elle engrange chaque jour 700 millions de dollars. Donc, par conséquent, au niveau des réserves financières, elle a de quoi tenir. Et ensuite, s'il y a beaucoup d'entreprises occidentales qui ont fermé,
c'est une fermeture, en tous les cas pour le moment, temporaire. Parce que, il nous a été expliqué que si les entreprises occidentales ferment et licencient leur personnel, elles seront expropriées. C'est une loi russe. Donc à l'heure actuelle, les entreprises occidentales qui ont fermé payent toujours leurs employés pour le cas où, lorsque les choses seront réglées, elles puissent réouvrir, elles auront toujours la possibilité d'ouvrir. Donc ce qui fait que tous les employés des sociétés occidentales continuent à percevoir leur salaire, donc peuvent se nourrir leur famille. Ça, ce sont les éléments positifs. Les éléments négatifs, c'est d'une part que le rouble a baissé, il a perdu de sa valeur. L'inflation a augmenté, ce qui a pour conséquence de diminuer le pouvoir d'achat de la population russe. Ensuite, il y a un certain nombre d'entreprises, et notamment celles qui sont liées au domaine du numérique, de la tech, et qui ont des marchés à l'extérieur. Parce que ces entreprises vont d'une part subir le fait qu'elles ne pourront plus avoir accès au cloud. Le cloud étant le système qui permet d'héberger les données des entreprises, mais pas que. C'est également la comptabilité, la gestion. Et toutes les entreprises qui sont liées à l'extérieur, à l'export, avaient ce système. Même si la Russie avait pris la précaution d'exiger la domiciliation des données. Mais il y a quand même des entreprises, celles qui sont, comme je disais, à l'export, et qui donc ne disposent plus de devises. Autre élément conséquence, c'est qu'il y a une fuite des cerveaux. Il y a à l'heure actuelle, et notamment dans les entreprises du numérique, les développeurs, tout ce qui est lié à ce qui concerne le développement des entreprises à l'international, tout cela c'est totalement impacté. Et ces entreprises vont avoir du mal à rembourser leurs dettes. Et on se pose la question de savoir si la Russie, qui va avoir sur le plan international, qui va avoir sa note diminuée, si elle ne risque pas d'être ce qu'on appelle en défaut de paiement. Alors mercredi, la Russie n'a pas payé une dette qui est arrivée à échéance. Mais si elle ne l'a pas fait, c'est volontairement. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle a les moyens de la payer. Ça faisait à peu près 180 millions de dollars. Mais c'est volontairement qu'elle ne l'a pas fait. Et elle a 30 jours pour pouvoir payer ou pas, pour savoir si elle ne va pas aller en défaut de paiement. Donc la réalité de l'économie russe, c'est qu'elle ne va pas s'effondrer, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire, et puis qu'il a rétropédalé après. Elle ne va pas s'effondrer. Mais la réalité, me semble-t-il, c'est que la population même va beaucoup souffrir et que la Russie va perdre de son rang au niveau international. Pourquoi ? Parce qu'avec la Chine, c'est vrai que la Chine qui était dans un entre-deux, c'est-à-dire elle n'a pas condamné, elle s'est abstenue lors du vote à l'ONU et elle va effectivement avoir des relations commerciales. La Chine peut également offrir à la Russie une alternative pour le système SWIFT dont tu as parlé il y a 15 jours. Il y a un certain nombre d'aides. Mais la Chine, si elle le fait, elle va le faire sous son leadership à elle. C'est-à-dire que c'est à condition qu'elle garde la place qu'elle a et à aucun moment elle ne va permettre que la Russie puisse pouvoir en profiter pour tirer un avantage de tout. Donc, de toutes les façons, de ce point de vue-là, la Russie aura perdu son rang au niveau international. Donc, moi, ce que je retiens surtout, c'est que la population russe va beaucoup souffrir. Très bien, bien traité. Ouais, Nadia, longtemps épargnés par les sanctions, les milliardaires proches du président russe sont désormais dans le viseur de l'Europe et des États-Unis pour leur soutien apporté au Kremlin. Il faut expliquer que la capture de l'État, on appelle ça la capture de l'État, est apparue en Russie au début des années 90, lors de la mise en place des privatisations. Ça allait mal, c'était à l'époque d'Eltsine. Économiquement, il a fallu faire une nouvelle politique. Ça ressemble un petit peu au début, monsieur le professeur a dit, au début du communisme, lorsqu'ils ont créé l'école COS, lorsqu'ils ont ouvert un petit peu à l'économie de marché. Lors de la mise en place de privatisation massive visant à opérer une transition rapide vers l'économie de marché et une introduction de la propriété privée. J'en ai trop dit, up to you.
On est vraiment dans le domaine de l'économie et là, on est plus sur le fonctionnement économique international de la Russie. On parle des fameux oligarques qui sont finalement des milliardaires. Oui. La particularité de ces milliardaires par rapport aux autres milliardaires internationaux de l'économie de marché, en tout cas du monde occidental, c'est que l'origine de leur richesse est multiple. D'abord, il y a ceux dont tu as parlé qui viennent donc de l'effondrement de l'économie communiste qu'il y avait sous Eltsine. Mais il y a aussi des oligarques nouveaux qui sont dans les métiers de la technologie, de la banque, etc. Ils ont en revanche un point commun, tous, par rapport à leur richesse. Quelque part, c'est leur, je ne veux pas dire obédience, mais en tout cas, le fait qu'ils sont adoubés et qu'ils disent oui à Vladimir Poutine. Ils sont soumis. Lui-même qui est un oligarque dans la mesure où sa fortune, elle est énorme, elle est estimée au même niveau que ceux des fameux oligarques. Ces oligarques, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas en Russie, mais dans le fameux monde occidental qu'ils vilipendent au même titre que le tsar, tu l'as dit, ce cher Vladimir, mais ils se retrouvent finalement piégés, puisque les sanctions internationales, l'international étant l'endroit où ils font leur argent, c'est pas tout d'avoir un business, il y a un moment où c'est l'international qui le nourrit. Et ils se retrouvent piégés puisque c'est ce fameux monde international qui, là, pour le coup, a vraiment fait rideau. Et tout le monde a joué le jeu, j'ai envie de dire, même la Suisse. Ils ont appliqué les sanctions. Donc, bien sûr, compte tenu des fortunes en question, on ne verra pas les effets tout de suite parce que c'est tellement d'argent qu'ils ont le temps. Et finalement, on a l'impression qu'on est dans, pas un entre-deux, mais plutôt un poker menteur où le temps va véritablement jouer en termes de stratégie sur la suite. Il y a autre chose que je voulais dire par rapport à ces fameux, l'organisation et plutôt la nomenclature de ces oligarques, c'est l'origine de leur fortune. Oui. Et tu l'as dit, je ne sais plus si c'est Daniel en tout cas, le fait que certains qui ont donc des entreprises d'État, enfin des entreprises pas d'État, mais qui viennent qui sont, on va dire, plus ou moins étatisées, c'est aussi des ressources naturelles, donc l'exploitation minière, l'exploitation gaz, non, on dit oléo, je ne sais plus trop quoi. Bon bref, ils viennent, donc eux quelque part, même si leurs avoirs sont gelés, compte tenu de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire que guerre en Ukraine, d'accord, mais ils continuent d'alimenter et de fournir, de vendre des hydrocarbures. Charbon, oui. Donc, ils ont finalement toujours du cash flow qui rentre. Le système continue de fonctionner. En d'autres termes, vraiment, en résumé, oligarques, etc., on a l'impression que la guerre, en fait, elle existe et c'est une guerre qui fait vraiment rage. Quand tu parlais tout à l'heure de la place qu'occupe la Russie, qui ne veut pas perdre son rang et qui va faire affaire avec la Chine parce que c'est un pis-aller, mais en même temps, c'est vraiment une lutte de pouvoir et c'est une guerre qui est terrible et féroce, mais qui se joue sur un point économique. Et la nouvelle donne avec donc, la guerre, le conflit armé en Ukraine, c'est bien celui-là. La prégnance de l'économie. Oui, la prégnance de l'économie, comme tu dis. Alors, un petit point d'histoire. Le processus de capture de l'État est intervenu entre 1993 et 1995, lors d'un cher baptisé pré-contraction, c'est un nom russe, pas la peine de le dire, largement marqué par des pratiques d'initiés. On a donné aux copains la responsabilité des conglomérats de pétrole et dur, on partage le gros gâteau. Et naturellement, ça leur a donné des fortunes, c'est les grands yachts que l'on voit à Saint-Martin, qu'on voit ailleurs. Si je peux me permettre, les oligarques, les milliardaires russes, ont spolié des avoirs russes. Donc, ils ont pris des choses russes. Les milliardaires européens ont spolié les autres pays. Parce que les milliardaires français, c'est la colonisation, c'est la destruction de l'Afrique et d'autres pays. Donc, il faut... C'est pas tout à fait exact. En Afrique, ils ont spolié beaucoup les... Non, je parle des Français, des milliardaires français qui, depuis l'esclavage, n'arrêtent pas de pomper le monde.
Donc le problème, c'est ça le problème de l'histoire. Comme les Russes, c'est 1990, on ne parle que d'eux, et les autres, c'est 1790 ou 1690, on ne parle pas d'eux comme s'ils ont eu la bénédiction entre-temps, c'est tout. Alors, mais je suis tout à fait d'accord. Non. Non, effectivement, il y a un capitalisme. Non seulement. Il y a un capitalisme qui est fait de l'exploitation de l'homme par l'homme, par l'appropriation des moyens de production. Mais j'ai l'impression que ça, on est à peu près tous d'accord. On est tous d'accord sur ça. On parlait de la spécificité de l'oligarchie russe, qui est une capture des éléments de l'État. Donc des parasites qui sucent sur l'État, alors avec 3 branches, avec ceux qui étaient des services spéciaux, des services de sécurité, ensuite ceux qui, à l'occasion de difficultés du pays, lors des enchères, ils se sont trouvés à la tête de conglomérats, et puis les tout derniers qui sont les potes, quoi, qui sont les amis de type, un camarade, toi, viens, et c'est là certainement que se trouve camoufler le nœud. Voilà. Alors le problème est de savoir à quel niveau va leur loyauté, et il semble que des observateurs, de ce que disent les observateurs, en fait, c'est l'armée, quoi. C'est la défection de l'armée qui pourrait entraîner une difficulté. Mais ces messieurs sont au pas, quoi. Vladimir les a mis au pas, ils sont complètement soumis. Et depuis 2000, il a entrepris une action très ferme. Il y a sur Facebook ce responsable, vous vous souvenez de ça, d'une exploitation, d'une sidérurgie, enfin une usine, après la signature d'une convention par laquelle il reprenait le travail, il remettait mon stylo comme un enfant. Bon, ça allait beaucoup plus. Le conflit en Ukraine rappelle finalement à tous ces oligarques, à tous ces richissimes, ces milliardaires russes, qu'importe l'origine de leur richesse, rappelle qu'il y a un maître à bord. Voilà, et c'est Vladimir Poutine. Qu'importe qu'ils aient de l'argent à l'extérieur, qu'ils le fassent vivre, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a un conflit que lui a décidé de mener, qu'importe les raisons, on ne va pas entrer, ce n'est pas le sujet. Oui. En revanche, aujourd'hui, il a besoin d'eux, parce que financièrement, la guerre, c'est aussi le nerf de la guerre, l'argent, donc il faut qu'ils répondent présent. Super, très bien, bien traité. Serge, tu vas nous traiter le sommet de Versailles. Imaginez-vous que le hasard fait que, il y a quelques mois, je suis allé voir le palais de Versailles. J'étais ému. Les enfants à Versailles refait les kilos d'or utilisés pour peindre les trucs. Mais je me dis ça, mais là, il prend l'argent là. Voilà. Bon. Mais ça, on le sait. On sait que c'est à quel moment ils l'ont fait. On sait que c'est peut-être notre... me fait plaisir à Serge, que c'est notre sang. C'est notre sang qui a rompu Versailles. Alors, à l'issue du sommet européen de 2 jours à Versailles, les 27 réitèrent leur soutien à l'Ukraine. Membre de la famille européenne, l'Union européenne demeure solidaire de l'Ukraine face à l'agression russe. Je te donne la parole, Serge. Ça s'appelle très souvent une lapalissade. D'autres disent un truisme. La palissade. Je te présente mes excuses. C'est le genre de phrase utilisée. Donc l'Union européenne réaffirme son soutien à l'Ukraine au sommet de Versailles. C'est le genre de phrase utilisée en rhétorique politique pour faire passer ce qu'on veut en profitant, en donnant une impression d'évidence. Voilà, c'est ça. Et là, donc, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez que l'Union européenne fasse d'autre à Versailles que soutenir l'Ukraine? Ils ne se seraient pas réunis si ce n'était pas pour soutenir l'Ukraine. Pour faire quoi? Alors, 2 jours pour déclarer que l'Ukraine est membre de la famille européenne. Très bien. Et pour annoncer de nouvelles sanctions massives. Alors, j'ai bien cherché. Je n'ai pas trouvé de sanctions massives dans les déclarations. Il y a des phrases. Nous allons prendre des sanctions massives. Nous prendrons des sanctions massives. Nous sommes prêts à sanctionner. Rien n'est interdit, rien n'est tabou. Le G7 va annoncer une nouvelle salve de sanctions. Toutes les options de sanctions sont étudiées. Et pendant ce temps, l'invasion de l'Ukraine continue alors qu'on menace la Russie. Alors, ainsi, on me dit qu'en Angleterre, des sanctions ont été prises contre le club de Chelsea, qui est un club de football, qui est présidé, qui appartient à M. Abramovich, qui est un milliardaire russe, d'aucuns disent oligarque, et on lui a enlevé sa licence, donc il ne peut plus être président de club. On menace Chelsea, le club ne peut même pas se déplacer. Pour jouer à Lille en Coupe d'Europe, il y a même un joueur qui avait proposé de payer les billets d'avion. On en est là. Sauf que
la loi qui permet de faire ça existe depuis l'invasion de la Crimée par la Russie. Mais jamais on n'a appliqué cette sanction au club de Chelsea depuis 2014. Et donc, si, il y a une erreur, il y a quelque chose de concret. Il y a quelque chose de concret, alors je cite parce que les dirigeants européens se sont entendus sur le plan de la sortie, la place de la sortie de la dépendance fossile à l'égard de la Russie d'ici 2027. Ça, c'est concret. Ça, c'est concret. Avec les premiers effets au mois de mai. En 2027, l'Europe ne va plus acheter à la Russie de pétrole et de gaz. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en Europe, on va déplacer la dépendance fossile à l'égard de pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, qui est un pays où les droits de l'homme sont bien respectés, ou des États-Unis avec leur gaz de schiste? Est-ce que ça veut dire qu'on va développer l'énergie nucléaire? Alors les écologistes, bon, ils vont répondre. Ou alors est-ce qu'on va aller vers les énergies renouvelables? Enfin. Mais comme on a compris que les écologistes, y compris les écologistes martiniquais, s'opposent même aux éoliennes, donc il y a des doutes très sérieux. Donc il y a un grand flou. Mais en tout cas, d'ici 2027, soyons tranquilles, l'Europe et l'Occident n'achètera plus le gaz et le pétrole. Alors les vraies sanctions. Attends, j'amplifie ce que tu dis, dans ton sens. C'est que j'ai lu effectivement la presse et c'est Macron qui a annoncé solennellement que des mesures seront prises dès le mois de mai. Mais encore pareil, on ne sait pas quoi. Mais c'est ça, moi j'ai cherché, je vous avoue que j'ai rien à faire de mes journées à part Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici mai pour faire passer des énergies fossiles? J'ai trouvé, on va doubler le soutien financier aux forces ukrainiennes. On parle de 500 millions d'armements, notamment des systèmes de défense antiaérienne et des armes anti-chars. C'est principal. Mais bon, et là, les Russes prennent la parole. Et la phrase, c'est « ceux qui gorgent, j'ai beaucoup aimé, ceux qui gorgent d'armes l'Ukraine doivent bien comprendre qu'ils porteront la responsabilité de leurs actes ». C'est le ministre des Affaires étrangères russe qui sort ça. Alors, moi, ce genre de choses m'inquiète beaucoup plus. Les menaces et l'armement, parce que je me rappelle qu'en 1914, c'est juste l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo qui a déclenché ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale, qui est d'abord une guerre européenne, mais enfin bon, c'est la Première Guerre mondiale, c'est juste cet assassinat et les alliances se sont mises en branle. En 1939, malgré tout ce que Hitler avait fait, il avait envahi la Tchécoslovaquie et tout, c'est juste une mascarade de l'armée allemande qui a fait semblant d'attaquer la Pologne avec des gens déguisés pour faire croire que c'était les Polonais qui attaquaient. En fait, c'est un micmac. Et c'est ce micmac qui a fait que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Donc je me demande simplement quel est le micmac qu'on va trouver pour la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que c'est les armements? Est-ce que je ne sais pas. Mais le dénominateur commun, quand même, ça reste l'Europe. Ah, merci Nadia. C'est toujours en Europe. Hein. On va transférer. Et s'il y a eu une guerre mondiale en 39-45, c'est parce que le Japon était l'allié de l'Allemagne et a profité de son alliance pour aller attaquer Pearl Harbor en décembre 1900, je ne sais plus, 40 ou quelque chose comme 41. Le 7 décembre, c'est un truc comme ça. C'est juste parce qu'ils étaient alliés. Donc, c'est toujours le jeu des alliances. Donc, quand la Chine s'allie implicitement, économiquement à la Russie et que l'Inde supporte également, parce qu'on oublie l'Inde, hein, c'est... Elle est neutre. Elle n'a pas voté. Elle n'est pas neutre. Elle n'a pas voté. Elle n'a pas voté. Mais tous ceux qui n'ont pas voté ont voté. L'abstention ne veut rien dire. Quand on ne vote pas à l'ONU, c'est qu'on est d'accord avec la Russie. Si vous voulez, on va coucher. Je suis désolé, et tous les pays. Si vous alors, voulez, je termine. Si vous voulez. Je suis loin des sanctions, si oui. Vous voulez, oui. si vous voulez, je peux intervenir un petit peu. Oui, si tu veux. Mais je termine. Non, mais tu vas terminer. Tu oui. vas terminer tout de suite. Si vous voulez, on va parler de ce problème des votes un peu plus tard, quand on parlera de la position des pays africains qui se sont abstenus, si vous voulez, un peu plus tard. On va approfondir ça, si vous voulez. La Dominique va voter contre. Non, juste pour terminer, je suis bien loin des sanctions quand je dis ça, mais je crois tellement peu aux sanctions. Ça ressemble exactement au mec qui est assis sur une branche et qui est en train de scier la branche. C'est bien ça, Eddy. Eddy va en parler, je crois. C'est ça. Ils sont assis sur une branche et ils sont en train de scier la branche. Donc, ils menacent. Mais la scie est encore en l'air. Ils n'ont pas encore commencé à scier. Bravo. Très bien. Eddy, qu'est-ce que les sanctions économiques infligées à la Russie
vont, par voie de conséquence, coûter au reste du monde et d'abord aux entreprises françaises, parce qu'apparemment, on est quand même un petit peu concernés. Tu parlais la dernière fois déjà du coût des matériaux, tu parlais du carrelage. Du carrelage. Ouais. Ça t'a marqué, ça. Oui, oui, Tu oui. as des projets de... Non, parce que ça, c'est concret. Non, ça, c'est concret. Mais oui, et, pour ça, les et, ça, Martiniquais. et je ne vais pas enfoncer le clou, mais ça montre tout l'intérêt quand même de traiter ces gros problèmes géopolitiques et pour les ramener aux réalités des gens qui nous Mais j'aime écoutent, ça, moi. simplement. J'aime toucher du doigt Du les choses. doigt. Bon, ce qu'il faut dire, il faut casser quand même le mythe. Aujourd'hui, la Russie, c'est une économie qui est inférieure à celle du Texas. Donc, je suis désolé de briser tous les mythes possibles. Effectivement, l'ex-Union soviétique, qui a perdu une bonne partie de son territoire, est un énorme pays, plus grand pays du monde, tout à fait, tu l'as dit. Avec des richesses considérables, simplement une toute petite population par rapport à la surface, bien évidemment, et surtout une dépendance par rapport aux technologies mondiales qui est... Oui. Les Russes vendent du palladium qui rentre dans la composition, entre autres des puces électroniques, mais n'en fabriquent que très peu, malheureusement. Bon, donc tu as parfaitement raison, les technologies, en tout cas les sanctions sur la partie technologique, sur la Russie, ça va faire mal. Mais bon, il y a des conséquences forcément, puisque cette dépendance par rapport au monde fait que le monde va être la première victime des sanctions qu'il impose à la Russie. Alors, grosso modo, pour répondre à ta question, il y a 4 domaines sur lesquels il y a des répercussions à craindre. C'est d'abord la dépendance énergétique, Serge en a parlé, dépendance énergétique des pays européens qui sanctionnent la Russie vis-à-vis de la Russie. Et on l'a bien senti, des pays comme l'Allemagne et puis d'autres pays d'Europe centrale sont très très mal s'ils appliquent ce que le président des États-Unis va appliquer. Il s'est laissé un peu le temps quand même, jusqu'en fin 2022, c'est-à-dire l'embargo total sur les importations de pétrole et de gaz russes aux États-Unis. C'est rikiki, hein, donc lui il peut se permettre puisque le président Biden représente le pays qui est le premier producteur mondial de gaz et de pétrole. Voilà, donc les États-Unis n'ont rien à Et craindre. le pétrole quand même de schiste, fait qu'il faut quand même... Pas seulement. gaz C'est naturel plutôt aussi. le gaz de schiste. gaz de schiste. Et c'est le pétrole, le vrai pétrole. Texas. Quoi. Au Texas notamment, le golfe du Mexique, l'Alaska, pour oublier l'Alaska. L'Alaska. Et puis à l'intérieur même du pays, l'Oklahoma, etc. Bon. Donc, ce n'est pas du tout le même schéma pour l'Europe. Des pays comme l'Allemagne, 40% du gaz allemand est acheté en Russie. Bon, la France, c'est moins, c'est seulement 17%. Mais pour pallier une coupure des approvisionnements même à hauteur de 17%, il faut du temps, quoi. Je veux dire, tu n'arrêtes pas un bateau de croisière en 2 minutes, quoi. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut d'abord refaire les structures pour le gaz, avoir des méthaniers, pour des pipelines. Voilà, parce que ça arrive dans les tuyaux. Oui, donc il faut s'il n'y a l'avoir. plus rien dans les tuyaux, il faut faire des bateaux. Ouais. Et bon, mais il y a des pays qui sont prêts à suppléer la Russie. Il y en a même beaucoup. Il y en a un, d'ailleurs, qui est notre voisin immédiat, qui est Trinidad, qui est un gros producteur régional de gaz et qui est prêt. Mais simplement, le problème, c'est que la plupart de ces pays n'ont pas d'usine de liquéfaction de gaz parce que pour le mettre dans des méthaniers des bateaux, il faut le rendre liquide. Pour le Et transporter. pour le rendre liquide, il faut de la technologie. Il faut des milliards. Bon, donc, c'est un peu compliqué. Tandis que les Russes, eux, ils balancent ça dans les tuyaux et puis ils livrent à domicile. Hein. Tu ouvres ton tuyau, tu as du gaz, ils ont la direct. technologie. Donc ça, je pense que c'est faisable, ça n'a pas trop d'impact. Les exportations, c'est deuxième composante de dépendance. De la France et de la Russie. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est 1,17% des exportations françaises, donc Ouais, en plus. ils peuvent s'en passer, sauf que on est quand même sur des valeurs ajoutées importantes parce qu'il y a quand même pas mal de sociétés françaises de luxe pour lesquelles le marché russe... Alors, ce n'est pas tant les exportations, c'est plutôt les Russes qui viennent acheter des produits de luxe. Le tourisme, à mon avis, là, ça va chauffer. Les entreprises françaises, bon, au total, il y en a pour 8 milliards d'euros d'équivalent richesse des entreprises françaises, même si elles sont très nombreuses.
En Russie, bon, pour vous permettre de relativiser, là aussi, c'est pas énorme. 8 milliards d'euros, le groupe Bernard-Arnault, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, quand on compare 5 milliards d'euros à 8 milliards d'euros pour la Russie, c'est pas énorme. Et puis, le business en Martinique, la toute petite Martinique, c'est 60 milliards d'euros. Donc, Mais attends, Edim, il y a quand même des entreprises qui basent leurs exportations uniquement, quasiment sur la Russie. Celles-là vont prendre du plomb. oui, mais Mais ça reste marginal. voilà, c'est-à-dire que il ne faut pas que les gens puissent penser que la France va Étouffer. souffrir. Non, il ne faut pas. Le PIB de la France, c'est-à-dire juste la différence entre ce que tu crées et ce que ça te coûte, c'est 2000 milliards d'euros. Alors, donc la France, non. Et puis, par contre, de manière très microéconomique, certaines banques françaises, tu en as parlé, vont souffrir parce qu'elles ont parié sur la Russie, notamment la Société Générale. Général. Mais bon, là encore, il faut relativiser. Moi, j'aime bien comparer. Grosso modo, ce que gagne la Société Générale en Russie, c'est l'équivalent de 4% de son résultat net. Bon, 4% de résultat net, il suffit d'augmenter un peu les tarifs sur les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Français. Le coût des transactions. Mais oui, au lieu de prendre 1,5 € sur ta transaction, tu prends 1,80 € et c'est fini, c'est terminé. Voilà, donc il faut relativiser, mais il y aura un impact. Mais il faut quand même dire la chose suivante, et j'aimerais contrebalancer un tout petit peu ce que Serge vient de dire. La Russie, c'est quand même une lente dégringolade en termes de puissance effective, même si la puissance militaire de la Russie est importante. Mais là aussi, relativisons. Les Russes ont du mal à investir dans leur effort de guerre. C'est 60 milliards d'euros d'investissement par an. Le chiffre d'affaires de Total, c'est 120 milliards. Hein. Donc tu vois la différence. Et l'ensemble des pays européens investissent chaque année, donc on ne met même pas les États-Unis, 250 milliards dans l'effort de réarmement et de sophistication. Vous avez vu que les Allemands, là, Ils ont mis rien que là, ils vont mettre 100 milliards. en une année. Donc, il faut. Alors, ça ne veut pas dire que la Russie ne représente pas une menace. Ça veut dire que sur le court moyen terme, oui, mais sur le long terme, et quand on fait le comparatif entre ce que représentait comme menace la Russie dans les années 80 et aujourd'hui, il faut relativiser. Les Russes ont choisi, en dehors de Vladimir Poutine, les Russes, et quand on rentre dans le détail, qu'on lit les sites russes, les Russes ont choisi, Vladimir n'est pas encore informé de ça, malheureusement, la modernité. Et c'est clair. Ce qui risque d'arriver dans les 30 ans qui viennent, c'est qu'on ait une Russie qui change de paradigme et qui devient l'un des pays, un peu à l'image de la Chine, l'un des pays les plus performants sur le plan capitaliste. Ça veut dire que son discours sur le patriotisme, son discours sur la purification, la purification de la nation, etc. C'est un nostalgique, Mais les jeunes Russes, les entreprises russes ont choisi un autre paradigme. Alors, je voudrais mettre peut-être un point sur une conséquence inattendue de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine, sur le règlement du conflit sur le nucléaire iranien. Parce que, comme par hasard, en ce moment, il est question d'aboutir à un accord. Comme par hasard, en ce moment, l'Angleterre a réglé une dette qui date de 40 ans à l'Iran. Comme par hasard, 2 Irano-Anglais ont été libérés, sont arrivés de prison. Ils étaient en prison en Iran, ils sont arrivés en Angleterre. Donc, par conséquent, peut-être que pour bénéficier du pétrole iranien, on va peut-être avoir un règlement international dans pas longtemps. Je trouve que votre niveau en géopolitique augmente considérablement. Ça, c'est bien un peu grâce à toi. C'est un peu l'effet. Non, c'est grâce à la guerre d'Ukraine, c'est grâce à Vladimir. Moi, j'y suis pour rien. Non, pas dire merci. Sujet, Nadia, la poutinophilie, si vous en inventez un mot, d'une partie des Africains relève d'abord d'un rejet de l'Occident. Tu développes ? Oui, c'est bien. Finalement, ce conflit en Ukraine nous permet de revisiter la géopolitique et l'organisation du monde, pour ne pas dire l'ordre mondial, parce que ça fait complotiste, sous des angles différents. Hein, c'est capitaine, mon capitaine. Et donc, le fait, c'est quoi? C'est qu'à l'ONU, les pays africains se sont abstenus de voter à une résolution contre certains pays. Oui, d'autres ont voté contre. Certains, oui, voilà. Mais 17. L'idée, c'est ça, et de se dire, mais comment ces pays... Tu veux que je donne les chiffres? Vas-y. Alors, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une écrasante majorité 51... C'est la poste occidentale, hein, c'est pas moi.
141 États sur 193, une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors voilà le problème qui se pose, c'est que 17 États africains se sont abstenus et 7 autres absents n'ont pas pris part au vote. Voilà donc l'enjeu, Comme voilà quoi, le débat. se dire que c'est passé à une écrasante majorité, ce n'est pas suffisant. Il faut Ouais. regarder dans les lignes. Quels sont les vilains qui ont Voilà. osé? Et voilà, et c'est ce fameux continent africain. Généralement, on parle des pays, différents pays d'Europe, mais quand on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique, comme d'un gros bloc. Et c'est quoi l'idée? C'est de se dire que finalement, avec ce non-vote, est-ce que ça veut dire qu'ils sont pro-Poutine ou est-ce qu'au contraire, ils sont juste pas d'accord avec ce qui se passe en Europe et la façon dont, je mets beaucoup de guillemets à ce que je vais dire, l'Europe gouverne et règle les problèmes du monde. Et c'est plus dans la lecture d'une reconfiguration de ce fameux ordre mondial que, me semble-t-il, il est intéressant de lire cette abstention, en tout cas ce vote. Voilà. Donc, c'est quoi ton truc? Non, mais c'est bien. Non, Poutine, mais mon truc, c'est ça. Mon truc, c'est ça. C'est effectivement la signification réelle de Alors, à côté de ça, cette poutinophilie, comme ils ont inventé un mot. Voilà, donc voilà. Mais parce que, quelque part, Vladimir Poutine, il personnifie, il porte le conflit, enfin, ce qui se passe dans le monde est personnifié par une seule personne, Vladimir Poutine. Alors que c'est un immense pays et que concrètement, ce qui se joue, c'est quelque chose qui relève qui touche les économies du monde et qui touche des personnes par milliers. Ou les intérêts, pour l'Afrique, les intérêts particuliers des États. Voilà, mais là, c'est une personne et c'est vrai qu'on peut avoir aussi ce regard de se dire que Vladimir Poutine, donc la personne, il a une position et de façon publique, il représente quelque chose qui, quelque part, n'existe plus. Donc, pour les pays européens, on parle des démocraties plus ou moins molles, mais là, c'est vraiment un homme. Tu l'as dit toi-même, le tsar qui est maître chez lui, et puis qui dicte sa loi, et puis surtout qui fait ce qu'il dit. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être trouve écho auprès de pays du continent africain qui sont, eux, pour le coup, pas en cours de construction, je ne me permettrai pas de dire ça, mais qui sont encore à la recherche d'un modèle, pas seulement économique, mais aussi politique viable. Il y a des guerres fratricides, il y a des guerres civiles qui n'arrêtent pas de se dérouler en Afrique dans la plus grande indifférence du reste du monde, d'ailleurs. Alors pourquoi l'Afrique est aussi indifférente à la barbarie, souvent de mouvements de pression, de ghettoisation, enfin, moi, je vais dire simplement de massacre de population? Pourquoi l'Afrique elle-même n'est pas plus sensible? Interne, c'est une bonne question, mais en tout cas, faut bien comprendre, me semble-t-il, elle est désabusée peut-être. Que les pays, en tout cas africains, n'ont plus cette allégeance naturelle qui semblait normale vis-à-vis de l'Europe. Moi, c'est plutôt ça qui me semble-t-il qui est intéressant de retenir, c'est que, regarde ce qui se passe, par exemple, la relation entre le Mali et la France. C'est que c'est fini, ce lien quasi naturel où il fallait, ben non, on veut plus et on veut autre chose. Alors, autre chose est à construire et à découvrir. Et là, pour le coup, s'il y a une autre chose qui se manifeste, c'est ce cher Vladimir Poutine. Eddy ? Dans l'explication, en tout cas, les tentatives d'explication de ce non-vote ou ce non-soutien à cette fameuse résolution condamnant l'invasion, il y a quand même des éléments géostratégiques importants liés à l'investissement de plus en plus massif de la Russie en Afrique. On a vu ce qui se passe au Mali avec cette fameuse brigade Wagner, mais ce n'est pas seulement le Mali, c'est aussi la République centrafricaine, c'est également un peu le Burkina, c'est également la présence de l'ex-Union soviétique dans d'autres pays, notamment l'ex-Zaïre, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, l'Angola, etc. Ou encore l'Algérie. Ou l'Algérie. Donc, ce pragmatisme russe, à mon avis, préfigure ce que je disais tout à l'heure, préfigure ce que sera la Russie dans quelques années. Il faut quand même bien intégrer le fait qu'une bonne partie de la communauté juive américaine est originaire de Russie. Et ce sont des gens qui ont extrêmement bien réussi financièrement aux États-Unis. Donc on peut considérer
la réussite, une partie de la réussite américaine comme ayant une origine russe. À New York, par exemple, on sait qu'à Little Odessa, c'est-à-dire vers les plages de New York, la communauté juive d'origine russe, mais pas seulement juive, russophone, et notamment la mafia russophone, ce sont des gens qui ont un rapport au business qui n'est pas né du fait qu'ils soient arrivés aux États-Unis, mais qui est essentiel et structurel de leur origine russe. Les Russes, ce sont des gens qui font du business. Et si... Un autre débat. Oui, non, mais c'est important. Si ce changement de paradigme-là se traduit dans les faits, les États-Unis ont tout à craindre que la Russie devienne un pays concurrent. Le temps galope. Il nous reste 5 minutes. Et oui, nous mais avons la 4 ou prochaine 5 fois, il minutes. faudra insister sur un mot qu'on n'utilise jamais ici, que j'ai déjà utilisé, c'est le mot humiliation. L'humiliation pour les Russes, l'humiliation pour les Africains et pour tous les gens du monde entier. Enfin, Voilà. chacun l'utilisera comme il le voudra. Je vais vous faire cet exercice qui est de regarder le temps. Et Oui, de oui. vous Le temps plier. s'est écoulé? Non, en fait, de te regarder. Là, non, il nous reste 5 minutes 28 pour traiter. Peut-être qu'on a choisi trop de sujets, mais bon, jusqu'à maintenant, ça a marché, ça a fonctionné comme ça. Daniel, 1 minute pour le problème de la suspension d'une décision Et vaccinale. là, tu penses à la société? Un jingle? Ben oui, un petit jingle, ça ferait du bien, oui. Petit jingle. Oui, alors donc voilà. Donc, une décision du juge des référés du Conseil des prud'hommes de Guadeloupe a fait un peu le buzz, buzz. à savoir qu'un Conseil des prud'hommes, en référé, je précise bien, a ordonné l'annulation de la suspension d'une infirmière, sa réintégration et le paiement de ses salaires. Alors, très rapidement, il faut savoir déjà que lorsqu'il s'agit des établissements de santé, il y a 2 types d'établissements. Il y a les hôpitaux publics et il y a les établissements privés. Donc, il y a 2 juridictions qui sont concernées. D'une part, le tribunal administratif, d'autre part, les juridictions de l'ordre judiciaire. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a 2 types d'actions, les référés et la procédure au fond. Le référé, c'est en principe quand il y a une urgence, quand il n'y a pas de contestation sérieuse, ou bien quand il y a quelque chose qui est grave pour l'ordre public. Et donc, dans la décision du juge des référés du prud'homme, il a considéré qu'il y avait une atteinte grave en faisant référence à un traité de Oviedo sur l'intégrité physique pour considérer que la loi, il fallait l'annuler. Et donc, c'est ce qui a été fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une récente à Alençon, mais que ça va à la jurisprudence, ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions, depuis la loi est de août 2021, et depuis octobre 2021, il y a des décisions. La majorité des décisions est totalement à l'encontre de la décision du juge des référés. Donc il faudra attendre de savoir ce que dira la Cour d'appel sur l'appel de référé et la Cour d'appel au fond, sachant que le Conseil d'État a déjà dit que l'obligation vaccinale n'est pas une atteinte à l'intégrité physique. Et dis, en une phrase, est-ce que tu peux me dire en une phrase, hein, ce que tu peux dire de... Donc là, c'est pas 1 minute, c'est une phrase. C'est une phrase d'un rapport qui a été déposé, qui a été dressé par Patrick Bernasconi, ancien président du Conseil économique et social, à qui on a demandé de donner les moyens de rétablir la démocratie en France. Oui, je pense qu'on lui a donné une mission un peu trop vaste, probablement. Rétablir la confiance dans la démocratie, fantastique. Dans un rapport, tu imagines le français, le gilet jaune. Je pense que c'est quelqu'un qui a été manipulé par le président de la République et le Premier ministre, et surtout le Premier ministre qui lui a confié la mission pour rétablir la confiance, tout simplement parce qu'on ne peut pas à la fois exercer de manière solitaire et ultra centraliser le pouvoir et demander à quelqu'un de s'occuper de remettre au goût du jour une démocratie participative, etc. Magnifique. Donc, merci, au revoir. Voilà. Alors, dans la même... vous avez eu le sens de la précision, c'est un homme de télévision. La digitalisation de la presse, c'est-à-dire que tout le monde maintenant prend les informations Regarde, sur le alors, net. attends, je vais faire une chose que tu aimes. En 2 phrases, ouais, voilà. En deux phrases. Est-ce qu'il faut se dire comme c'est fini les journaux, c'est fini le papier?
Juste ce seul commentaire que je te demande. Ni l'un ni l'autre, mais c'est bien se dire que digital, il y a deux éléments qui sont à prendre en compte. C'est que, toujours en pensant au confort du lecteur, parce que c'est ça qui compte, lorsqu'on est sur des objets qui sont nomades, donc ça doit être accessible partout et ça ne doit pas être une reproduction du print, c'est-à-dire lire des articles, voilà, du papier. Et la deuxième chose, c'est qu'on est obligé de multiplier les outils qui vont être de la vidéo, du podcast, etc. Parce que notre attention, elle est sollicitée. Merci. Très bien. Madame Marceline, vous avez 2 minutes pour développer les conséquences de la guerre. Non, ça je vais pas. Je pense que je vais le traiter parce que ça mérite plus que 2 minutes. Les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais je veux bien mes 2 minutes de culture. Ah ben oui, mais on fait qu'on parle de culture, la Martinique culture. C'était au choix. On fait jingle culture. Oui, jingle culture, ça va nous prendre un petit peu de temps. On va pas être dans les temps, mais ça fait rien. Jingle. Ça, Alors, donc, je propose de faire un petit focus sur le livre de Barbara Jean-Élie, qui est un essai. Alors, Barbara Jean-Élie, on connaît encore plus dans cette chaîne. Après avoir fait des livres pour enfants, un roman, là, c'est un essai politique qui a l'intérêt de partir d'un état des lieux et qui est très documenté avec des sources qui sont indiquées, des chiffres bien précis, et en même temps une vision très positive de l'avenir, c'est-à-dire qu'elle croit en la capacité humaine des Martiniquais à pouvoir faire de ce pays un pays où on est bien, et un pays qui peut où on peut être heureux et on peut réussir. Donc, dans Tous Créoles, nous allons l'inviter à un café littéraire, nous pourrons dire davantage et nous allons diffuser cette invitation. C'est la publicité clandestine. Oui, absolument. Martinique libre. Martinique libre. Deux mots sur le cinéma avec un jingle, parce qu'il semble que c'est... Non, juste... Jingle. Ah, finalement. Made in Bangladesh. Et là, vous allez tous regarder les étiquettes de vos vêtements. C'est juste un film dans la lignée des films sociaux. Oh, penses-tu, les grandes marques aussi fabriquent tout le monde y passe. Voilà, au Bangladesh, qui est le deuxième exportateur de produits textiles derrière l'indétrônable atelier chinois. C'est quand même vraiment 30 milliards d'euros et bien entendu, économie de marché. Donc le film traite de ça. Mais comment un film peut prendre un problème? Ah ben oui, mais c'est comme on se souvient de We Want Sex Equality, qui est un film pareil, social, sur les ouvrières Ford en Angleterre qui avaient demandé une revalorisation de leur salaire qui leur avait été promis. Donc tout ça, ce sont des films, c'est ça la beauté de la fiction, qui remet au goût du jour et qui rendent actuels et vivants les réalités économiques, toutes ces choses qui ont l'air tellement stratosphériques. Redonne-nous le titre du film. Made in Bangladesh, et qui est réalisé par une jeune... Made in Bangladesh, je vous salue Bangalaise. tous, je vous remercie. C'est un moment très agréable. Le temps est passé très vite. Merci de nous permettre de travailler et on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec autant de passion, De verve. autant d'intensité. Et puis pour terminer, un peu de douceur, quoi. Xavier Belin, Pitakpi, From Martinique Doux, une visio, j'espère que je l'annonce pas comme la semaine passée, dans le vide et dans le désert.